Alors nous arrivons à la dernière séance qui concerne donc les tumeurs neuroendocrines et donc on va essentiellement commencer par la première conférence du professeur Coriat de l'hôpital Cochin qui va nous parler des tumeurs neuroendocrines digestives. Merci beaucoup, et puis merci beaucoup pour l'invitation à ce congrès du Stadium. Je pense que c'est très intéressant de venir discuter à un congrès d'endocrinologues. Moi, je suis gastro-entérologue et je m'occupe des cancers digestifs et particulièrement des tumeurs neuroendocrines à l'hôpital Cochin à Paris. Et je pense que, comme ça a été abordé avant avec le sujet sur l'hypertension, où j'ai appris des choses, je crois que l'évolution de la spécialité et l'évolution de la spécialité d'endocrinologie, comme de toutes les spécialités, c'est vraiment de devenir pluridisciplinaire. Et je crois que c'est nos interactions qui vont permettre une meilleure prise en charge des patients. C'était criant dans le topo sur l'hypertension artérielle. Et c'est aussi un des grands messages de cette conférence sur les tumeurs neuroendocrines, parce que globalement, quelle que soit la compétence que vous avez, que j'ai sur les tumeurs neuroendocrines, on a toujours besoin d'un anatomopathologiste, de chirurgien, de radiologue, d'endocrinologue, de diabétologue, de gastro-entérologue. Et donc, il faut vraiment insister sur l'intérêt de la prise en charge pluridisciplinaire. Il m'a été demandé d'aborder le sujet surtout sur le bilan, l'intérêt diagnostique, et je finirai sur les 4 dernières diapositives sur l'intérêt et sur la stratégie des tumeurs neuroendocrines et la prise en charge des tumeurs neuroendocrines. Et vous en avez déjà un point très important. Pourquoi on parle de tumeurs neuroendocrines? En fait, de plus en plus, parce qu'on n'arrête pas de réaliser des examens, que ce soit des examens endoscopiques ou radiologiques, et on identifie de plus en plus, et ça a été bien vu par une publication récente publiée par Dazari il y a 2 ans, que l'incidence des tumeurs neuroendocrines ne cesse d'augmenter. Cette incidence, elle ne cesse d'augmenter, et ce n'est pas pour ça qu'il faut avoir une thérapeutique agressive dans toutes les tumeurs neuroendocrines. Et pour donner un ordre d'idée, on a une incidence qui a été multipliée par 7 quand on regarde depuis une trentaine d'années. Mais également, il ne faut pas perdre à l'esprit que si on compare par rapport aux autres cancers, en France, par exemple, on identifie 40 000 nouveaux cas de cancer du côlon par an, plus de 50 000 nouveaux cas de cancer du sein, et on identifie 600 nouveaux cas de tumeurs neuroendocrines. Donc la proportion est largement en faveur encore des autres tumeurs solides que des tumeurs neuroendocrines. Néanmoins, et c'est la vraie difficulté que vous avez et que l'on a tous, c'est déjà d'arriver au diagnostic de tumeurs neuroendocrines avant de parler de thérapeutique. Quand on regarde les tumeurs neuroendocrines et l'incidence des tumeurs neuroendocrines, je vous ai dit qu'elle ne cessait d'augmenter, elle cesse d'augmenter, mais également, et ça c'est très intéressant, elle augmente avec une augmentation surtout des tumeurs neuroendocrines de grade 1 et donc de très bons pronostics, et ça je vais l'aborder après, et elle augmente aussi dans certaines localisations. Donc les tumeurs neuroendocrines pancréatiques, parce qu'on fait plus de scanners, c'est souvent chez des patients asymptomatiques, et tumeurs neuroendocrines rectales, parce qu'on fait plus d'examens endoscopiques, et c'est les 2 principales augmentations. Quand on regarde l'incidence des tumeurs neuroendocrines ces dernières années, si on se focalise sur les tumeurs neuroendocrines digestives, on a ce type de proportion. Donc la majorité sont des tumeurs neuroendocrines asymptomatiques diagnostiquées de localisation pancréatique, qui représentent 42% des cas. Il y a une entité particulière dont je vais parler après, qui sont les tumeurs neuroendocrines gastriques, et 2 autres entités, les tumeurs neuroendocrines appendiculaires, qui sont souvent diagnostiques fortuits par un chirurgien après une appendicectomie. Mais vous voyez que la très grande majorité sont d'origine pancréatique. Je m'arrête juste 30 secondes sur les tumeurs neuroendocrines gastriques, parce que ça, c'est une entité très particulière. Dans les tumeurs neuroendocrines gastriques, il existe des tumeurs neuroendocrines dans le cadre d'une maladie de Birmer après une gastrite atrophique évoluant depuis plus de 5 à 10 ans. Et dans ces cas-là, tous les patients, tous, vont avoir des ECLomes de type 1, c'est-à-dire des tumeurs neuroendocrines de grade 1, infracentimétriques. En général, il y en a une vingtaine, trentaine, il peut y en avoir même une centaine. Et ces tumeurs ne sont jamais graves. On considère qu'il faut faire une résection endoscopique lorsqu'elles font plus d'1 centimètre, mais ça ne justifie pas un traitement plus agressif.
Il existe, et c'est pour ça qu'il est important pour le gastro-entérologue qui fait le diagnostic de tumeur neuroendocrine au niveau gastrique de biopsier non pas que la tumeur endocrine, mais également l'estomac à distance pour vérifier qu'il n'y a pas une gastrite atrophique, parce que la stratégie change complètement en fonction du fait qu'il y a ou non une maladie de Birmer associée. Il est très important, et là-dessus il faut rendre hommage aux anatomopathologistes qui ont vraiment changé la prise en charge des tumeurs neuroendocrines, parce qu'ils ont réussi au niveau mondial à se structurer pour que l'on ait une information et qu'on parle toujours de la même chose. On emploie maintenant le terme carcinome que dans certaines conditions, le terme tumeur neuroendocrine que dans d'autres conditions, et donc il est toujours important d'évaluer le type de tumeur neuroendocrine et l'agressivité de la tumeur neuroendocrine. Et ça, c'était parti du fait qu'on avait l'impression qu'il y avait un pool hétérogène de tumeurs neuroendocrines. Quand vous regardez les facteurs pronostiques des tumeurs neuroendocrines, un des facteurs principaux, mais je vais y revenir, c'est la différenciation cellulaire, bien sûr l'envahissement métastatique et le grade tumoral. Donc, c'est des facteurs qui sont liés à la cause anatomopathologique. Pourquoi on est arrivé à cette identification? Et ça, ça a été fait avant la classification OMS 2017 dont je vais parler. C'est qu'il a toujours été observé qu'il existait une vraie différence entre les tumeurs neuroendocrines qui sont peu différenciées, comme vous l'avez en bas, les trois courbes qui se regroupent, que ce soit des tumeurs neuroendocrines peu différenciées et anaplasiques, quel que soit le stade, et les tumeurs neuroendocrines bien différenciées. Vous voyez que les courbes de survie sont quand même largement différentes. Pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez que les deux courbes du haut, on atteint une médiane, c'est-à-dire 50% sont encore en vie après 120 mois, donc on est à plus de 10 ans, alors que dans les tumeurs neuroendocrines peu différenciées, vous voyez que la médiane, elle est atteinte au bout de 9 mois. Donc entre 9 mois et 10 ans, le discours qu'on donne aux patients est quand même complètement différent. Quand on regarde donc la différence, quel que soit le grade, c'est-à-dire même à un stade localisé, les tumeurs neuroendocrines peu différenciées sont très agressives par rapport aux bien différenciées. Et c'est pour ça que dans la classification OMS 2017, la différenciation cellulaire est primordiale et il est très important que les anatomopathologistes définissent si c'est une tumeur bien différenciée et peu différenciée. Vous voyez que je n'ai plus parlé de tumeurs moyennement différenciées, car ce terme ne doit plus être employé par les anatomopathologistes. Il n'y a que deux catégories, bien différenciées et peu différenciées. Pourquoi c'est important? Parce qu'on sait qu'en fonction de l'agressivité tumorale, la différenciation a un impact sur l'agressivité tumorale. Le deuxième critère qui a un impact sur l'agressivité tumorale et qui a été bien identifié, c'est un marqueur qui s'appelle le Ki-67. Ce marqueur, il est très facile à utiliser parce qu'il se fait en immunohistochimie. Il est maintenant obligatoire dans la classification OMS 2017. Donc toutes les tumeurs neuroendocrines, pour être appelées comme telles, doivent avoir une estimation par le Ki-67. Et l'anatomopathologiste a la responsabilité de compter le nombre de cellules qui fixent au niveau de la membrane cellulaire au Ki-67. En fait, qu'est-ce que représente le Ki-67? Le Ki-67, c'est un marqueur de prolifération, donc il est logique que ce marqueur fixe lorsque la cellule prolifère. Elle ne fixe pas les cellules qui sont quiescentes en phase G0, et pour cette raison, on comprend aisément que c'est un marqueur qui est pronostique et qui est fortement pronostique. Et c'est pour ça qu'il a été, compte tenu de sa facilité et de sa fiabilité, qu'il a été utilisé dans la classification OMS 2017 comme marqueur indispensable. Donc la classification OMS 2017, elle est très simple et c'est, une fois de plus, j'insiste, il faut rendre hommage aux anatomopathologistes sur le sujet parce que sa simplicité fait qu'il est très facile maintenant au niveau mondial de discuter des tumeurs neuroendocrines. On différencie deux choses, les tumeurs neuroendocrines bien différenciées et les carcinomes neuroendocrines, qui signifie automatiquement que c'est une tumeur peu différenciée. Et ensuite, le grade, G1, G2 et G3. Et le grade, il est dépendant de l'agressivité en fonction du Ki-67 ou de l'index mitotique, qui est un autre marqueur d'agressivité. Et vous voyez, moins de 3%, 3 à 20% et plus de 20%. Et c'est pour ça qu'un marqueur, on comprend aisément, dès qu'on parle de tumeur neuroendocrine de grade 3, le pronostic il est bien moins bon qu'une tumeur neuroendocrine de grade 1. Et la stratégie va être également différente. Dans un cas, on sera beaucoup plus agressif que dans l'autre. Donc, à partir de maintenant,
on définit toujours la tumeur neuroendocrine en fonction du grade. Tumeur neuroendocrine grade 1, grade 2, grade 3. Et carcinome neuroendocrine signifie automatiquement grade 3 avec un Ki67 supérieur à 20% pour des tumeurs peu différenciées. Donc ce distinguo, il est primordial qu'on l'utilise partout et c'est pour ça que cette classification est importante. Si on reprend, mais c'est une façon de redéfoncer une porte ouverte, si on reprend la classification et qu'on regarde le pronostic des patients en fonction du grade de la tumeur, c'est évident, comme c'est un index de la classification et pronostic, les patients qui ont une tumeur neuroendocrine de grade 3, vous voyez, ont un pronostic qui est effroyable, exactement comme je vous présentais tout à l'heure pour les tumeurs peu différenciées, et les tumeurs de grade 1 et de grade 2 ont un très bon pronostic. Vous voyez qu'on a l'impression que les tumeurs de grade 1 n'atteignent pas et sont loin d'atteindre la médiane après plus de 150 mois de surveillance. Donc ça, c'est le rôle des anatomopathologistes, et ça signifie une autre chose, c'est que pour un anatomopathologiste, pour qu'il fasse ce diagnostic, il faut qu'il ait des cellules. Donc pour qu'il ait des cellules, ça veut dire qu'à un moment, il faut une preuve cytologique, donc ça veut dire qu'il faut faire des prélèvements. Si c'est une tumeur neuroendocrine pancréatique, il faut faire une écho-endoscopie et une cytoponction. Si c'est une tumeur gastrique, quelle que soit sa taille, il faut faire au moins des biopsies. Si c'est des tumeurs rectales, il faut faire des mucosectomies. Il faut avoir une preuve cytologique pour savoir ce que l'on traite ou ce que l'on va surveiller chez ces patients. Les données que l'on a actuellement, quand on regarde le réseau TENPAT, en France, on a eu la chance avec l'Institut du cancer d'avoir un financement pour un réseau national qui coordonne les tumeurs neuroendocrines. Et dans ce cadre de ce réseau national, on a organisé au début, pour apprendre les TENPAT et les sensibiliser, une double lecture systématique, ce qui nous a permis indirectement d'avoir un peu le profil des tumeurs neuroendocrines en fonction du Ki67, c'est-à-dire le nombre de tumeurs qui étaient diagnostiquées en France en fonction du Ki67. Et quand vous regardez, je crois que ça c'est intéressant, vous avez la très très grande majorité, quelle que soit la localisation, qui ont un Ki67 inférieur à 2%. Donc ce sont des tumeurs qui ont de bons pronostics, qui ont une évolution qui va être très lente, voire qui est lente pendant des années. Il existe une autre grande partie qui ont un Ki67 entre 2 et 5%, donc des faibles grade 2. Une partie beaucoup plus hétérogène entre 5 et 20%, et enfin une partie qui ont un Ki67 supérieur à 20%, que les tumeurs soient bien différenciées ou peu différenciées, et celles-là ont un pronostic qui est beaucoup plus sombre, mais vous voyez, également en termes de quantité, c'est beaucoup plus rare. Donc quand vous identifiez des tumeurs neuroendocrines, statistiquement, vous êtes beaucoup plus sur des tumeurs de grade. Donc, je vous ai parlé de l'importance de la classification OMS 2017 et donc d'avoir une preuve cytologique. Mais pour avoir une preuve cytologique, il faut avoir une hypothèse diagnostique et il faut faire un diagnostic. Et c'est là où les choses deviennent beaucoup plus difficiles parce que si vous prenez des personnes qui ont juste la migraine, des bouffées de chaleur, des flushs, vous allez faire des dosages à tout le monde, des scanners corps entier à l'intégralité, la moitié de la population. Donc c'est pas du tout envisageable. Et pour ça, il faut revenir au sens clinique. L'interrogatoire est primordial. Pour les tumeurs neuroendocrines, l'interrogatoire est primordial pour deux raisons. C'est que la majorité des patients vont décrire des symptômes d'installation progressive et en plus, souvent, ils ne s'en rendent pas compte parce que l'installation de ces symptômes est arrivée de façon tellement lente sur plusieurs années. Le temps moyen de retard au diagnostic d'une tumeur neuroendocrine, il est de plus de 6 ans. Donc les patients qui vont 10 fois à la selle par jour ont eu le temps de mettre en place des mécanismes de défense. Ils connaissent toutes les toilettes entre leur domicile et leur lieu professionnel, toutes les toilettes dans leur lieu professionnel, mais pour eux, s'ils sont habitués, c'est normal d'aller 3 fois aux toilettes quand on va au travail, 2 fois au travail et 3 fois en rentrant chez soi. Mais quand on regarde sur l'ensemble de la journée, résultat, ils ont 8 selles par jour avec des flushs et des symptômes, et ça, c'est pas normal. Donc, mais ça, souvent, les patients, ils vont pas vous le dire spontanément, donc c'est très important de revenir sur les bases et de revenir sur l'interrogatoire en posant un interrogatoire qui est très fort. Pourquoi c'est important? Parce qu'on sait qu'à un stade métastatique, les patients vont avoir un syndrome carcinoïde avec un risque de flush et de bouffée de chaleur, et donc des symptômes liés à ce syndrome carcinoïde qui peut aller jusqu'à une atteinte cardiaque. Donc l'hyperproduction de sérotonine,
est très importante au niveau corporel. Ça va entraîner une accélération du transit, ça va entraîner des symptômes digestifs, ça peut entraîner des crises d'asthme, ça peut entraîner un larmoiement, une hypersialorrhée. Donc ce sont des symptômes qui sont assez frustes et assez diffus, d'où l'intérêt de revenir sur un interrogatoire qui est fiable et systématique. Et dans ces cas-là, le syndrome carcinoïde, il faut le rechercher. Donc il faut demander au patient s'il a des épisodes de flush, donc une perturbation vasomotrice avec une cyanose. Les patients décrivent que paradoxalement, ils ont des bouffées de chaleur qu'ils ne sentent pas bien et qu'ils les sentent venir et qu'ils n'ont jamais d'hypersudation associée. Une diarrhée, des borborigmes, un bronchospasme, ça c'est surtout pour les tumeurs neuroendocrines pulmonaires, une respiration sifflante, un larmoiement, une hypersialorrhée. Mais la principale cause qu'il faut rechercher de façon systématique, c'est le cœur carcinoïde, sachant que c'est une atteinte très tardive, mais dès que vous entendez qu'un patient a eu un diagnostic de tumeur neuroendocrine, il faut faire un bilan cardiaque, car il peut y avoir une atteinte cardiaque, et c'est important de surveiller ces patients-là. Donc, la présentation clinique, elle est souvent non spécifique. Les patients ils viennent pour une fatigue, une dyspnée, des œdèmes, ça peut être une acide, ça peut être une accélération du transit, des troubles digestifs. Donc, c'est là où il faut vraiment être systématique et faire attention en recherchant bien les différentes causes d'hyperproduction de sérotonine. Je fais juste une toute petite digression. La sérotonine, pour ceux qui ont fréquenté un peu des psychiatres, c'est un thymorégulateur au niveau intracérébral et c'est le mécanisme d'action de tous les antidépresseurs quasiment. L'effet antidépresseur marche par une augmentation intracérébrale de la sérotonine, ce qu'il est dit partout, et donc c'est pour ça que ce n'est pas une contre-indication. Il n'y a aucun passage de la barrière hémato-encéphalique entre le système sanguin et le cerveau, donc un excès de sérotonine ne va pas entraîner des modifications de l'humeur et ce n'est pas une contre-indication à mettre un patient sous antidépresseur s'il est déprimé. Donc, après, le problème, c'est que si vous n'avez pas un interrogatoire qui est fiable, vous allez tomber dans l'excès inverse et vous allez commencer à partir à la pêche à la chromogranina. Et là, je vous déconseille fortement parce que vous allez vous rendre compte que la chromogranina, elle est assez souvent augmentée. Et la résultante, c'est que vous allez faire des bilans avec augmentation de chromogranina chez les patients qui ont des IPP, qui ont des troubles de transit, une maladie de Birmer. La chromogranina va être augmentée, résultat, vous allez commencer à faire une imagerie, l'imagerie va être normale, les patients vont continuer de décrire les symptômes et vous allez être obligé de faire des imageries fonctionnelles qui ne sont pas du tout justifiées, juste parce que vous avez été à la pêche à ce marqueur. Donc il faut faire attention aux marqueurs que vous demandez. Et c'est pour ça que, je suis désolé, le tableau est petit, il ne faut pas oublier, et c'est là où je suis content d'avoir des endocrinologues, il ne faut pas oublier que c'est une tumeur neuroendocrine, et donc il existe dans environ 30 à 40% des cas une production d'hormones endocrines. Et donc cette production d'hormones endocrines, elle va du glucagonome au somatostatinome, au vipome, à l'insulinome. Donc le panel est très 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 large et c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous permettre de demander à toute personne qui décrit des bouffées de chaleur, chromogranina, VIP et tous les autres marqueurs. Il faut cibler votre marqueur pour avoir une bonne efficacité et une bonne rentabilité en fonction de la production. Une fois qu'on a parlé du marqueur, on arrive rapidement dans la séquence imagerie. Et là, il y a un paradoxe avec les tumeurs neuroendocrines. Je mets de côté les tumeurs neuroendocrines qui ont un mauvais pronostic, qui sont des carcinomes neuroendocrines. Et ceux-là, on est vraiment très proche des cancers parce qu'il y a une phase hyperproliférative, les patients sont fatigués, ils ont des symptômes, une hépatomégalie tumorale, ils sont vraiment altérés. On a des patients qui ont des tumeurs neuroendocrines qui sont quasiment asymptomatiques, découvertes fortuites juste sur une échographie, parfois chez une femme jeune qui a fait une échographie de surveillance ovarienne et l'échographie se retrouve des nodules hépatiques et la patiente fait un scanner et tombe comme vous avez à gauche, c'est-à-dire un foie multinodulaire alors que la patiente est parfaitement asymptomatique. L'aspect multinodulaire bilobère des lésions avec aucun symptôme est très en faveur et
une des caractéristiques radiologiques est très en faveur d'une tumeur neuroendocrine parce que c'est justement des tumeurs qui évoluent de façon très très lente. Ce sur quoi je veux insister, c'est la différence entre la gauche et la droite. À gauche, vous avez des métastases hépatiques bilobères d'une tumeur neuroendocrine pancréatique. À droite, vous avez des métastases hépatiques bilobères d'une tumeur neuroendocrine idéale. Et la grosse différence entre les deux, c'est les temps d'injection au niveau du scanner. Vous ne pouvez pas envisager un bilan de tumeur neuroendocrine sans demander les 4 temps. Sans injection, temps artériel précoce, temps artériel tardif, temps portal, parce que vous allez avoir une prise de contraste qui va être complètement hétérogène et vous avez certaines lésions qui ne se voient quasiment pas à un temps et très bien à un autre. Donc c'est important que vous demandiez, au moins sur le bilan initial, ce type d'évaluation. Après, quand vous avez des tumeurs neuroendocrines, alors je ne dirais pas que les insulinomes c'est facile, là, je sais que je m'adresse à des endocrinologues, mais en fait, l'insulinome, les patients, ils ont quand même des symptômes, ils décrivent des malaises, ils ne sont pas bien, donc souvent, ils ont été 3 fois de suite aux urgences pour un malaise qui s'est amélioré avec le resucrage. On les hospitalise en endocrino, il y a une épreuve de jeûne et le diagnostic, il est fait beaucoup plus facilement. C'est tellement bruyant que le diagnostic sur les tumeurs non fonctionnelles, c'est beaucoup plus difficile et c'est là où en fait on est obligé d'avoir accès à l'imagerie dans cette situation. Quand on regarde la fréquence des métastases hépatiques au moment du diagnostic, eh ben, elle est corrélée, et ça c'est un message assez simple, elle est corrélée au pronostic. Les tumeurs neuroendocrines au niveau du côlon sont très rares mais de très mauvais pronostics. Les tumeurs neuroendocrines au niveau de l'appendice et du rectum, les tumeurs au niveau du côlon sont fréquentes, les tumeurs neuroendocrines au niveau du appendice et du rectum sont très très rares et c'est pour ça que la survie elle est très très bonne dans ce type de situation. Après, quand on regarde les métastases hépatiques, la question récurrente c'est qu'est-ce qui se passe, quelle est la sensibilité du scanner, de l'IRM? Eh bien, l'IRM est toujours plus sensible. Le plus sensible de tous, c'est simple, c'est l'anatomopathologiste, parce que quand vous allez avoir 3 métastases au scanner, vous allez en voir 6 à l'IRM, et si vous faites une hépatectomie droite, l'anatomopathologiste, il va en voir au moins 10. Donc vous savez qu'il y a toujours plus de lésions, et le déficit de l'imagerie fonctionnelle, il est quand même relativement net, et il est à prendre en compte dans votre stratégie. Donc, il y a une très grande sensibilité de l'imagerie fonctionnelle et parfois, on est obligé d'aller à l'imagerie fonctionnelle pour avoir un diagnostic parce que l'imagerie fonctionnelle peut entraîner une très bonne fixation d'une lésion de 5 mm qui ne sera pas visible au scanner et c'est pour ça que ça peut être un examen qui est diagnostique. Actuellement, on est en train des nouveaux marqueurs et des nouveaux capteurs sont en train d'être développés, notamment avec le gallium, qui augmente très largement la sensibilité de ce type de lésion. Donc, je crois qu'un des vrais messages dans le cadre du bilan, c'est vraiment faire attention et faire déjà un très bon scanner. Je crois que vraiment l'imagerie standard, elle est très très utile, elle est utile dans la surveillance, elle est utile pour l'évolution et donc il faut l'envisager, mais l'envisager dans de bonnes conditions. Je reviens dessus avec les 4 temps au moment du diagnostic. Et là, je vous remontre des exemples qui sont assez criants. Vous avez là, vous voyez un scanner sans injection, vous voyez quasiment rien. On devine quelque chose au temps artériel précoce, mais quand vous mettez un temps portal, vous voyez qu'en fait, il y a un foie multinodulaire diffus, et donc on est vraiment dans une situation de tumeur neuroendocrine bilobère avec un envahissement majeur. Et c'est donc important d'avoir une fois de plus ces 3 temps. Si vous ne faites qu'1 ou 2 temps, vous pouvez passer à côté d'une tumeur multimétastatique. Et là, c'est la même chose. Vous voyez que vous avez quand même des évolutions qui sont assez majeures dans ce cas. Après, il y a toujours une meilleure rentabilité de l'IRM. Il faut qu'elle ait une pertinence clinique. Si vous êtes en train de discuter une chirurgie hépatique, à mon sens, il est impératif que vous fassiez une IRM. Si vous ne discutez pas une surveillance hépatique, si vous ne discutez pas une chirurgie hépatique, dans le cadre de la surveillance, la pertinence d'identifier un micronodule de 3 mm en plus, elle est discutable, parce que l'IRM va pouvoir identifier un petit nodule comme ici, mais il faut qu'il y ait une pertinence clinique à l'intérêt de cet examen. Donc, il faut l'envisager, l'IRM, pour essayer de répondre à la question. On a parlé de la biologie, je vous ai sensibilisé sur l'importance de la biologie. Dans votre stratégie thérapeutique,
l'IRM, à mon avis, est très utile dans votre bilan initial au moins une fois, comme le scanner. Comme ça, vous avez au moins un bon bilan initial, et après, pas obligatoirement systématiquement à chaque réévaluation. Donc, il y a un autre problème qui se pose avec les tumeurs neuroendocrines, c'est des tumeurs qui évoluent depuis très longtemps. Et donc, un problème assez récurrent, c'est l'évolution des métastases osseuses qui sont souvent mieux diagnostiquées. On ne considère pas qu'il faut explorer de façon systématiquement les métastases osseuses chez ces patients. Globalement, si vous faites un scanner, thoraco-abdominopélvien, vous allez avoir une bonne évaluation du risque de métastase osseuse, mais c'est sûr que vous aurez une bien meilleure imagerie avec une scintigraphie osseuse ou une IRM vertébrale complète. Après, il faut honnêtement qu'il y ait une pertinence clinique à les faire. Il ne faut pas multiplier les examens chez ces patients. Et donc pour ça, on limite ces examens qu'aux patients qui ont une indication, soit pour qui on envisage soit parce qu'ils ont des symptômes, soit parce qu'on a un doute sur une zone particulière. Le dernier point d'imagerie, et ça c'est un point qui est très difficile parce que si vous regardez ce qui est communiqué en congrès, c'est toujours très intéressant. Il y a toujours une très très grande sensibilité, une très grande efficacité de l'imagerie fonctionnelle. Après, le problème, il est relativement simple, hein, c'est l'accessibilité. L'accessibilité et le coût de ces techniques, non seulement elles sont irradiantes pour les patients, donc il ne faut pas l'envisager tous les 3 mois, mais l'accessibilité est un vrai frein. Donc il faut cibler les patients pour lesquels il y a une vraie pertinence clinique à envisager cet examen. L'octréoscanner est un bon examen. Il est supérieur de faire, si vous en avez la possibilité, un dopapète dans les tumeurs neuroendocrines idéal par rapport à l'octréoscanner. Et actuellement, il y a un examen qui est en train de surplomber tous les autres, c'est le gallium dotatop, parce qu'il y a une très grande efficacité, il y a une très grande sensibilité, il y a une très grande captation. On identifie beaucoup plus de lésions. Le vrai problème, c'est l'accès et le coût de cette technique qu'on commence, nous, à avoir à Paris, mais qui est vraiment limité. Ça va vous permettre d'identifier des toutes petites lésions, comme ici, vous voyez, qui sont impossibles à voir aussi bien à l'IRM qu'au scanner. Mais ensuite, là où je pondère l'intérêt de cette technique, mais ça c'est parce que je ne suis pas objectif, vu que je ne suis pas médecin nucléariste, c'est qu'il faut qu'il y ait une rentabilité clinique à avoir fait cet examen chez ces patients. La rentabilité clinique, et c'est ça à mon avis, un des messages forts, vous avez à gauche un patient qui a un octréoscanner normal, dans le cas d'une surveillance, et le même patient qui a le lendemain un dopapète. Et ben, vous voyez que l'envahissement est largement plus important, le nombre de nodules de carcinose péritonéale est largement plus important. Et donc, c'est sûr que si on avait envisagé une chirurgie hépatique pour ce patient, ben, c'était pertinent de lui faire un examen un peu plus poussé. Mais si on n'envisageait pas de chirurgie de toute façon, parce qu'il avait des contre-indications, l'âge ou l'insuffisance cardiaque, ben dans ces cas-là, il ne faut peut-être pas multiplier les examens. Donc j'ai essayé d'aborder avec le temps que j'avais les points importants du diagnostic, parce que c'est un vrai souci de diagnostic dans les tumeurs neuroendocrines, gastro-entero-pancréatiques et même pulmonaires. Et l'idée c'est, je vous ai dit, il faut envisager une prise en charge pluridisciplinaire, il faut impliquer les différentes spécialités, diabétologue, endocrinologue, gastro-entérologue, endoscopiste, chirurgien, parce que la prise en charge elle est complexe. La prise en charge de ce type de lésion, elle est complexe parce que vous allez envisager une chirurgie à un moment, vous allez envisager une prise en charge du syndrome sécrétoire à un autre, vous allez envisager un traitement local à un troisième moment. Donc c'est important et c'est un grand message que je veux faire passer, de discuter ces dossiers en réunion de concertation pluridisciplinaire, idéalement en réunion de concertation pluridisciplinaire dédiée, parce que vous allez impliquer tellement de spécialités qu'il faut des personnes qui soient sensibilisées sur le sujet. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez discuter un dossier, vous allez plutôt comme ça. Et pour votre choix thérapeutique, vous allez dire c'est quoi la localisation? Est-ce que c'est une tumeur idéale? Est-ce que c'est une tumeur pancréatique? Quand est-ce qu'on envisage la résection du primitif? Est-ce qu'on traite le syndrome sécrétoire? Alors là, la réponse elle est très simple. Il faut toujours traiter le syndrome sécrétoire, ne serait-ce que pour la qualité de vie des patients. Quel est le volume tumoral? Quel est le degré d'envahissement? Est-ce qu'on peut envisager une surveillance? Est-ce qu'on peut envisager un traitement?
Un point important, c'est quelle est la pente évolutive du patient, quelles sont ses comorbidités, quel est le grade tumoral, quel est l'envahissement. Et donc, on a toute cette évolution à discuter. Et vous voyez que pour la résection, il faut impliquer les chirurgiens. Pour les traitements, il faut impliquer la médecine nucléaire. Pour les bilans, il faut impliquer les gastro-entérologues. Pour la résection, pour le traitement du syndrome sécrétoire, il faut impliquer l'endocrinologue. Donc voilà, toutes les spécialités sont vraiment impliquées dans la prise en charge de ces patients. Et si vous en oubliez un, je prends cet exemple classique, le cardiologue qu'on oublie dans le cadre du bilan systématique, et bien quand vous aurez un patient qui va faire l'insuffisance cardiaque sur un syndrome carcinoïde sévère, et bien vous allez être embêté. Donc c'est important d'impliquer tout le monde dans ce type de tumeur. Le souci, c'est qu'après, regrouper tout le monde, c'est compliqué. Donc pour ça, on a élaboré des recommandations. Donc il y a les recommandations de l'ENETS, qui sont les recommandations européennes, et les recommandations de la FFCD, SNFGE et du groupe tumeur neuroendocrine. Le but de ces recommandations, c'est de donner un cadre très large et de donner un peu les grosses tendances pour guider les cliniciens dans cette situation. Pardon. Donc le premier, il y a 3 diapositives. Je suis volontairement très concis sur le sujet parce que les recommandations sur les tumeurs neuroendocrines, ce qu'on a écrit et publié fait plus de 40 pages parce qu'on est obligé de le faire organe par organe. Mais pour vous donner un message simple, lorsqu'il existe un syndrome sécrétoire, n'oubliez pas que c'est une tumeur neuroendocrine, donc une tumeur avec une sécrétion endocrine dans certains cas. S'il y a une sécrétion endocrine, il faut contrôler le syndrome sécrétoire. Pour la qualité de vie des patients, pour le contrôle tumoral, pour l'efficacité de la suite. Donc si c'est un gastrinome, mettre des inhibiteurs de la pompe à protons. Si c'est un hypoglucagonome, un analogue. L'insulinome, on propose plutôt la chirurgie parce que ça guérit les patients. Donc il faut avoir cette idée de contrôle du syndrome sécrétoire. Après, pas oublier que c'est une tumeur. Et donc il faut aussi avoir une stratégie antitumorale. Et pour là, la stratégie antitumorale, c'est une particularité par rapport au cancer. Je n'ai jamais employé le mot cancer pour les tumeurs neuroendocrines et c'est volontaire, parce que les tumeurs neuroendocrines, même à un stade métastatique, on n'a pas la même stratégie que pour les cancers. Notamment, lorsque la tumeur est localisée, on envisage une chirurgie. Lorsque la tumeur est métastatique, même métastatique diffuse, il faut toujours envisager une chirurgie si elle est faisable. Mais pour ça, elle doit être discutée dans des centres pour envisager une chirurgie R0. Et si elle n'est pas faisable, il faut envisager une chirurgie. Alors ça fait toujours ça aux chirurgiens parce qu'on dit qu'on passe toujours par eux. Mais il faut envisager une chirurgie pour discuter est-ce qu'il y a une pertinence à réséquer le primitif ou non. Dans les tumeurs métastatiques, lorsqu'elles sont non résécables, c'est-à-dire lorsqu'on est au-delà du chirurgien, il faut évaluer ce qu'on appelle la pente évolutive, c'est-à-dire le signe de progression tumorale. Il y a certaines tumeurs qui vont être très indolentes pendant des années et non symptomatiques. Et dans ces cas-là, le traitement, c'est analogue de la somatostatine. Et je n'ai pas pu le développer ici. Et lorsque les tumeurs sont progressives, très agressives, avec un envahissement hépatique supérieur à 50%, il faut envisager un traitement plus fort que les analogues. Et c'est plus de la chimiothérapie ou des thérapies ciblées dans cette situation en termes de stratégie. Donc j'ai essayé de vous faire un peu un panel, surtout en me focalisant sur l'aspect diagnostic qui pose un vrai problème. Avant de parler de thérapeutique, ça pose un vrai problème, l'aspect diagnostic dans les tumeurs neuroendocrines. Et ensuite, il faut les discuter en réunion de concertation pluridisciplinaire. Ce sont des tumeurs, les tumeurs neuroendocrines, qui sont des tumeurs rares dont l'incidence augmente. Il y a, et ça c'est une très bonne chose, une nouvelle classification, qui est la classification OMS 2017, qui est importante, primordiale, et on ne peut plus parler de tumeurs neuroendocrines sans que les patients soient classés selon cette classification. Ça reste un diagnostic qui est très difficile, parce que le temps de retard au diagnostic, il est de 6 ans en moyenne, donc il faut vraiment se focaliser sur l'interrogatoire, et n'oubliez pas que les patients ont eu le temps de mettre en place des mécanismes de défense et d'adaptation. Et pour le diagnostic, il faut un très bon interrogatoire, une imagerie traditionnelle et avec un bilan, et ce qui est valable aussi pour la surveillance. Idéalement, au moins une imagerie fonctionnelle au moment du diagnostic, et ensuite un suivi multidisciplinaire et un intérêt des discussions en réunion de concertation pluridisciplinaire, sans oublier qu'un diagnostic de tumeur neuroendocrine ne peut s'envisager que d'un point de vue anatomopathologique.
Je vous remercie. Merci pour ce partage intéressant et enrichissant.